Chaque pays, chaque entité doit savoir qu'il doit être prêt à faire face aux sanctions américaines. Et personne n'est au-dessus de cela. Nous allons demander des comptes à tout le monde. Et c'est une asphyxie économique de ce régime. L'asphyxie économique. Donc, selon Scott Bessent, on va essayer de tuer l'Iran par des moyens médicaux, ou plutôt économiques. Et nous retrouvons aujourd'hui Jim Jatras pour essayer de nous aider à comprendre. Enfin, qu'est-ce qui se passe au juste? Et est-ce que ça a la moindre chance de marcher? Jim, d'abord, bienvenue dans l'émission. Mais laissez-moi vous poser cette question, cette asphyxie économique, comme il l'a dit. Et il a précisé que tout le monde était concerné. La Chine, la Russie, d'autres pays de la région, nos alliés, tout le monde. On a l'impression qu'on est en train de frapper le monde entier à coups de batte de baseball. Vous le voyez comment? Non, je pense que c'est une bonne façon de le dire. Enfin, il y a deux phrases qu'il a employées hier qui m'ont vraiment sidéré. L'une d'elles, c'est quand le journaliste lui a demandé « Vous savez, si c'est le jour J, pourquoi est-ce qu'on prévient? Pourquoi ne pas simplement le faire ?» Et il répond « Eh bien, on ne veut pas faire s'effondrer le système économique mondial, vous savez, tout de suite. » Enfin, il admet pratiquement que s'il va jusqu'au bout, ce serait le résultat. Il ferait s'effondrer le système économique mondial. Est-ce que ça veut dire qu'il ne fait que bluffer et menacer? Ou bien est-ce que cela veut dire qu'il compte réellement aller de l'avant avec quelque chose dont il a déjà dit que les effets seraient dévastateurs pour l'économie mondiale? Et ils ont aussi dit que si des pays ne se plient pas à nos exigences, ils seront en substance exclus du système du dollar dans l'économie mondiale. Enfin, pourquoi ne pas simplement installer un grand panneau disant « D'accord, sortez du système dirigé par les États-Unis et allez rejoindre les BRICS ». Je veux dire, c'est presque absurde de voir à quel point cela va à l'encontre de ce qui est censé être son rôle. Sauver ce qu'il reste du système mondial dominé par le dollar américain. Oui, et pour moi, tout ça est tout simplement bizarre. Ils appellent ça l'opération Epic Outcast. Mais on peut se demander, est-ce qu'on ne fait pas de nous-mêmes des parias? Regardons quand même à quel point cela peut être efficace. Je vais vous montrer un autre extrait de la déclaration de Scott Bessent et voyons ce que nous essayons réellement d'accomplir. Notre objectif est de couper toutes les bouées de sauvetage économique qui soutiennent ce régime tyrannique jusqu'à ce que Téhéran se retrouve seul. L'Iran fait désormais face à un choix très clair, avec seulement deux voies possibles: un isolement total à l'échelle mondiale et une économie de subsistance, ou un retour à la normale avec la possibilité de réintégrer l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous lançons l'opération Paria économique afin de fermer toutes les autres options qui s'offrent au régime iranien. Et vous savez, regardons simplement ce que ça veut dire, au juste. Quel est l'objectif ici pour les y amener? Je ne sais même pas ce que ça signifie. Rejoindre la nation mondiale ou le système économique mondial, peu importe. Rejoindre la communauté des nations, comme on disait autrefois, et ainsi de suite. Mais Jim, il y a un problème. Nous avions un accord avec l'Iran en 2018. Nous avions l'accord sur la table le 26 février, 2 jours avant le début de la guerre. Nous avions un accord signé sur lequel le président Trump lui-même avait apposé sa signature, le 17 juin. Enfin, quel accord cherchons-nous? Vous savez, j'admire beaucoup la souplesse et la richesse de la langue anglaise. Et il y a un mot merveilleux en anglais. Lying. Mentir. C'est ce qu'il faisait. Il mentait. L'idée, ce serait de dire à l'Iran, « Oh, s'ils acceptent seulement de se plier à nos exigences, nous les laisserons revenir dans l'économie mondiale. » Vous voyez,
comme nous sommes magnanimes, et ils auront un pays riche et prospère, nous nous entendrons tous bien, nous nous tiendrons la main et nous chanterons Kumbaya. Enfin, voyons, à quel point les croit-on stupides? Je veux dire, nous avons été très très clairs. Comme vous le dites, nous avons rompu tous les accords que nous avions avec eux. Notre objectif est de les détruire, soit pour parvenir à un changement de régime, soit pour démanteler l'Iran en tant qu'État, comme nous avons démantelé la Libye et la Syrie. Donc, vous savez, je ne pense pas que qui que ce soit en Iran va croire à cela. Je ne pense pas que qui que ce soit dans l'économie mondiale au sens large va y croire non plus. Voilà donc une des alternatives qu'il a évoquées. L'autre alternative, c'est qu'ils vont les détruire sur le plan économique et les réduire à un simple état primitif de subsistance. J'imagine qu'ils vont essayer de vider leur économie de sa substance et de les préparer à un changement de régime, comme la Syrie a été préparée à un changement de régime après des années et des années de sanctions. Voilà la question, Danny. Enfin, pourquoi maintenant? Souvenez-vous, combien de fois, dès les premières heures de l'opération militaire, à la fin du mois de février, le président Trump a-t-il déclaré que les Iraniens étaient déjà vaincus? On nous répète encore et encore à quel point ils sont vaincus. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on revient en arrière en disant « Ah, finalement, contentons-nous de les étrangler avec des sanctions ?» C'est ce qu'on fait depuis des décennies, mais on va les durcir encore un peu. Et là, ça va vraiment les achever. Même les gens qui soutiennent cette politique reconnaissent que si ça doit fonctionner un tant soit peu, cela prendra très longtemps. Et vous savez, je pense avoir entendu, si je ne me trompe pas, que le délai de grâce était même fixé à 100 jours avant que beaucoup de ces mesures n'entrent en vigueur. Donc, certains de nos alliés, surtout en Asie, peuvent le faire. Je me dis, d'accord, premièrement, dans 100 jours, on sera de l'autre côté des élections de mi-mandat. Il faut aussi en tenir compte. Mais enfin, 100 jours de plus avec le détroit d'Ormuz fermé. Est-ce qu'on peut se le permettre? Oh, non, non. Vous avez entendu? Le détroit est ouvert. Enfin, les navires y passent comme s'ils sortaient d'une usine à saucisses. Le détroit est complètement ouvert. En fait, vous savez, c'est désormais un territoire américain. Vous avez entendu ça? C'est ce que le président Trump a déclaré. Ils disent que le détroit est ouvert. Mais comme vous le savez, tous ceux qui utilisent ces sites de suivi disent « Non, si vous comptez le trafic qui passe réellement, ce n'est pas le cas. » Alors, est-il possible qu'il y ait plus de navires qui passent que ne l'indiquent réellement les logiciels de ces sites de suivi? Qu'ils coupent leurs balises et se faufilent par le chenal au manet sous protection américaine? Et que, vraiment, tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes? Et que l'économie mondiale rebondisse avant l'élection? Je ne pense pas. Mais c'est l'histoire qu'il raconte. Eh bien, en fait, regardons ça d'un peu plus près. J'ai demandé à Gemini de faire quelques recherches et de compiler tout ça. Et ces chiffres viennent de Kepler, de l'UKMTO, de Windward et d'autres outils de suivi maritime, des gens très compétents et très expérimentés pour suivre les navires, que le transpondeur AIS soit activé ou non. Ils ont accès à des données satellitaires, etc. Selon ces sources, au cours des 48 dernières heures, 21 navires au total ont traversé le détroit d'Ormuz. De 17 à 21 navires entrants, principalement à vide, et de 0 à 2 traversées commerciales sortantes. Ça veut dire que c'est tout ce qui sort, quelques traversées jusqu'à 2. Et puis quand on regarde les volumes, l'estimation est d'environ 4 millions de barils par jour. C'est le total, pas les 8 à 9 millions qui étaient avancés par Bessent, le secrétaire américain au Trésor. Et ça correspond mal. Et bien sûr, ça vous montre qu'il y a une baisse de 70%, même par rapport au niveau le plus élevé. Ensuite, regardez un peu plus bas, là où les exportations sortent.
Le corridor sud via Oman, c'est par là que 80% passent et seulement 20% par le corridor iranien ici. Mais en réalité, le point de sortie importe moins que le fait que très peu de choses sortent. Et une bonne partie de l'explication, c'est que les transporteurs ne veulent pas risquer leurs navires à cause des problèmes d'assurance. Ils ne sont pas certains de pouvoir les faire sortir sans qu'ils soient attaqués. Je veux dire, il semble que la menace même d'être attaqué par certains bateaux des gardiens de la Révolution fasse autant effet que ce que nous prétendons. Oui, exactement. Et c'est là que ce bon vieux mot anglais, mensonge, s'applique aussi à ce qu'a dit Pete Hegseth, que les Iraniens n'ont plus la capacité de fermer le détroit. Encore une fois, comme vous le soulignez, ils n'ont pas besoin d'interdire le passage de chaque navire qui sort. Ils doivent seulement pouvoir attaquer suffisamment de navires pour que les assureurs ne puissent plus les couvrir. Et cela dissuadera les autres de sortir. Il y en aura peut-être quelques-uns qui passeront en douce ou qui seront prêts à prendre le risque. Mais, vous savez, souvenez-vous, comme Larry Johnson et d'autres l'ont souligné, même si le détroit était entièrement rouvert dès maintenant, il faudrait des semaines, voire des mois, pour combler le déficit accumulé pendant cette période. Tous les navires partis avant le début de la guerre avaient déjà déchargé leur cargaison. Elles avaient déjà été raffinées, mises sur le marché, et ainsi de suite. Puis il y a eu des semaines durant lesquelles rien n'était livré. Il faudra des semaines avant qu'un certain nombre de ces cargaisons, même si le détroit était entièrement rouvert, puissent enfin arriver à destination. Cela ne changera pas vraiment la donne face à ce qui, j'en suis sûr, est très présent à l'esprit des gens à la Maison-Blanche. Tic-tac, tic-tac, novembre approche. Oui, et là-bas, il y a beaucoup de va-et-vient. Regardons l'autre côté de tout ça. Voilà ce que disent les États-Unis, et nous allons parler de certaines des conséquences pour certains de nos alliés. Quoi? Pardon. J'ai cru vous avoir perdu pendant une seconde. Allez-y. Désolé. Oh là là. J'espère que ce n'est pas arrivé. Désolé pour ça. Regardons l'autre côté de tout ça. Nous avons parlé de ce que les États-Unis vont faire avec tout ça. Et nous allons voir dans un instant comment cela pourrait affecter nos adversaires, nos alliés et d'autres personnes dans le cadre de ces sanctions économiques. Mais regardons ce que dit le camp iranien. Voici le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Baghai, qui dit « Écoutez, si vous les imposez, il y aura des conséquences. » Toute complicité avec les États-Unis dans la mise en œuvre de leurs actions agressives contre l'Iran aura certainement des conséquences. Dès à présent, le blocus naval de l'Iran constitue un acte d'agression. Toute escalade de cette situation entraînera, sans aucun doute, ses propres conséquences. Donc il dit que c'est un acte de guerre, et c'en est catégoriquement un. Le blocus en lui-même en était déjà un. Mais maintenant, vous y ajoutez une guerre économique pour essayer d'imposer l'obéissance, ce que vous n'obtiendrez pas. Or, le camp iranien dit ici que si Scott Bessent parle à tout le monde en disant qu'il y aura des conséquences si vous ne faites pas ce qu'on vous dit concernant ces sanctions, alors le camp iranien dit lui aussi, surtout aux États arabes du Golfe, je pense, qui sont les principaux destinataires de ce message, qu'il y aura des conséquences si vous les appliquez. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Parlez-moi un peu des doubles pressions qui s'exercent sur les pays arabes du Golfe. Eh bien, si l'on parle de ce que le secrétaire Bessent menace de faire, vous savez, je ne sais pas. Peut-être que vous avez la réponse. Je ne sais pas quelles relations commerciales les États du Golfe entretiennent encore avec l'Iran. Ont-ils toujours des liens bancaires? Je ne pense pas qu'il y ait encore des liaisons aériennes avec l'Iran. C'est le genre de choses dont il parlait, tenter d'étouffer toute forme de commerce, de relations financières ou d'activités économiques avec l'Iran, partout dans le monde.
Vous savez, je ne sais pas si le fait qu'un pays, disons la Chine, l'Inde ou un autre pays, décide d'arrêter les transactions bancaires avec l'Iran ou les vols vers l'Iran, constituerait réellement un acte de guerre. Donc je pense que tout dépend vraiment de ce à quoi il fait précisément référence et de ce que les autres pays accepteraient de faire. Parce que Bessin a évoqué un éventail très large de mesures que nous allons imposer. Oui, et l'une des choses dont il a parlé, c'était des frontières terrestres. Donc avec le Pakistan, l'Afghanistan, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, la Turquie, etc. Évidemment l'Irak aussi. On se demande s'il parlait de ces pays-là, parce que Bessin a aussi dit qu'il voulait tout couper. Ils veulent fermer le pays de façon totalement hermétique. Oui, je ne pense pas que ça va marcher. Enfin, vous savez, il y a quelques semaines, on a vu le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie présenter cet accord de la Mecque. Certains tentaient de dire qu'il était dirigé contre l'Iran. Mais tout récemment, si je me souviens bien, ils ont invité l'Iran et l'Égypte à rejoindre cet accord. Donc je ne pense pas que cela indique vraiment que ces pays soient prêts à fermer ce type de commerce avec l'Iran. En fait, je suis sûr qu'ils tirent largement profit de ces liens, parce que l'Iran est évidemment dans une situation économique difficile. Et je suis sûr que les Turcs, les Pakistanais, les Afghans et d'autres qui coopèrent avec l'Iran sur les routes terrestres profitent largement de ces routes. Et, vous savez, parlons un peu de la difficulté à faire appliquer tout ça. Revenons un instant à cette carte. Disons que tous ces pays voisins, tous les pays frontaliers par voie terrestre, voulaient se joindre à Scott Bessent, parce qu'il leur avait promis toutes sortes de bâtons et de battes de baseball à utiliser contre eux s'ils faisaient le moindre commerce. Et qu'ils disaient « D'accord, très bien, on va tout simplement tout couper. » Est-ce qu'ils le peuvent? Parce que personnellement, j'ai été déployé le long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan lors de mon dernier déploiement au combat, en 2011. Et je peux vous dire que quand nous avions 140 000 soldats américains et de l'OTAN au sol en Afghanistan, beaucoup se trouvaient le long de cette frontière, parce qu'il y avait énormément de mouvements transfrontaliers de troupes. Les insurgés talibans qui faisaient des allers-retours vers le Pakistan, c'était vraiment un problème important pour nous. On ne pouvait pas l'arrêter. On ne pouvait pas arrêter les gens. On ne pouvait pas arrêter la logistique, le matériel qu'ils recevaient pour fabriquer toutes ces bombes artisanales en bord de route et tout le reste. On n'a jamais pu le faire. Et pourtant, cette frontière était relativement courte. Là, vous parlez de 5800 kilomètres de frontières terrestres pour cet immense pays qu'est l'Iran. Est-ce qu'il nous est possible, même si tous ces pays travaillent avec nous, d'affamer réellement l'Iran jusqu'à la mort? Je pense que vous venez de répondre vous-même à votre question. Même si les types à Bagdad, à Kaboul ou à Islamabad voulaient couper ce trafic, en sont-ils réellement capables? Je ne le pense pas. Est-ce que ça veut dire que nous allons revenir ensuite pour sanctionner ces pays parce qu'ils n'ont pas fait quelque chose qu'ils sont incapables de faire? Encore une fois, vu la manière dont on réfléchit à Washington ces temps-ci, je ne peux pas l'exclure. Mais j'ai du mal à imaginer que ce ne serait pas totalement contre-productif. Parce que là encore, tout ce que vous allez vraiment réussir à faire, c'est à éloigner encore davantage ces pays de ce qui est censé être un système international géré par les États-Unis. Vous avez dit il y a une minute, regardons ce que nous pourrions faire si nous n'obtenons pas le respect des exigences. Et vous avez mentionné quelque chose que le secrétaire Hegseth a dit il y a un instant. Nous avons 2 extraits sonores de lui parce qu'ils sont très pertinents pour cette discussion. Voici d'abord Hegseth qui explique que vous savez quoi? Ils ne peuvent de toute façon pas tenir le coup.
Ils vont forcément s'effondrer. La colère économique et toutes les pressions qu'il peut exercer. Et nous savons que l'Iran ne peut pas y faire face. Au bout du compte, leur économie est en chute libre. Ils savent aussi que nous contrôlons le détroit d'Ormuz, que notre blocus est hermétique et qu'au final le pétrole continue de passer. Vous avez vu certains chiffres. L'Iran ne peut rien faire passer, nous si. L'économie mondiale le comprend. Ils ont donc beaucoup misé sur le contrôle de cette zone. Mais ils n'y arrivent pas. À cause des dégâts dévastateurs que notre armée a infligés à leur marine, à leur capacité de détection et d'observation, à leurs radars et à leurs missiles. Ils conservent certaines capacités, mais elles ne sont plus du tout ce qu'elles étaient. Nous pouvons donc protéger les navires qui traversent les détroits et permettre au pétrole de circuler. Davantage de pression économique ne fait que garantir que l'Iran n'a réellement qu'un seul choix, venir à la table des négociations et parler véritablement de son programme nucléaire. Donc, le seul choix qu'ils ont, c'est de venir à la table des négociations et de parler du programme nucléaire. Ils ont toujours été disposés à parler du programme nucléaire, y compris cette année, ce que je ne pensais pas qu'ils feraient. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait en février, avant le début de cette guerre. Et ils l'ont même dit au cours de cette période, pendant les négociations, lors de la signature du protocole d'accord. Ils l'ont de nouveau mis sur la table. Alors je dois encore poser la question, Jim, pourquoi? Quel est, et je veux dire quel est vraiment, l'objectif réel ici? Parce que je ne pense pas que quiconque à la Maison-Blanche croit réellement que cela va marcher, que l'Iran va se soumettre ou quoi que ce soit d'autre. Et si c'est le cas, alors où allons-nous? Vous savez, enfin, je pense toujours que vous devriez nous donner l'avertissement que vous donnez avant le général Kane, quand M. Hegseth. Toutes mes excuses pour ça. Et those thanked Rofairs. C'est tellement déconnecté de la réalité. Et il doit bien savoir que c'est déconnecté de la réalité. On se demande vraiment, d'accord, qui pense-t-il tromper et dans quel but? Encore une fois, est-ce qu'il cherche simplement à repousser le problème et à faire comme si tout allait bien jusqu'en novembre? En espérant, vous savez, que les cavernes de sel et la réserve stratégique de pétrole ne s'effondrent pas d'ici là. C'est juste un exercice de pseudo-réalité. Ils disent des choses dont ils savent qu'elles ne sont pas vraies, en espérant que les gens les croient, et en espérant que les plus de 50 ans, les mauviettes pro-Trump, qui regardent Trump, qui regardent Fox News, les infos de Trump, on pourrait tout aussi bien les appeler comme ça, y croient. Et d'une manière ou d'une autre, ça permettra de maintenir la façade selon laquelle nous sommes en train de gagner. Monsieur le Président, s'il vous plaît, arrêtez de gagner autant. On n'en peut plus. Ainsi, ils pourront maintenir ça jusqu'en novembre. Honnêtement, je ne vois aucune autre explication, sauf peut-être que l'autre aspect, c'est qu'ils préparent une autre manœuvre sur le front militaire, et que ceci en est peut-être la couverture, même si ce serait probablement encore plus désastreux que ce qu'ils font actuellement. Mais quand on vous présente quelque chose d'aussi éloigné de la réalité, vous devez trouver d'autres explications. Et c'est toujours ce que je cherche. Et pour confirmer en quelque sorte ce que vous venez de suggérer, Gary, on va faire les choses un peu dans le désordre. Écoutons ce que le secrétaire Hegseth a aussi déclaré dans cette même interview au sujet de la possibilité de frappes supplémentaires. Si nous devons recourir à des frappes militaires, nous le ferons. Si l'Iran est assez imprudent pour aller trop loin ou s'en prendre à l'armée américaine, nous ferons ce qu'il faudra. Mais nous savons que la pression économique est ce qui leur fait le plus mal en ce moment. Cela ne veut absolument pas dire que nous excluons de recourir à des frappes militaires
où que ce soit dans le détroit d'Ormuz ou autour de l'Iran. Et donc, c'est ce qu'il a dit hier. Puis, ce matin, à 7 heures, le président Trump a publié ceci. Il a déclaré « La République islamique d'Iran, en échec, ne paie pas de larges pans de son armée, tout en tuant des manifestants, même lorsqu'ils ne manifestent pas, à des niveaux jamais vus auparavant. C'est une crise humanitaire aux proportions épiques, et il faut y mettre fin maintenant, dit-il. Il n'est pas allé plus loin sur la manière dont il entend y mettre fin, là, ni même sur ce dont il parle, lorsqu'il évoque des manifestants tués, vous savez, à des niveaux jamais vus auparavant. Est-il possible que nous envisagions d'y retourner et de recommencer? Et je dis ça, enfin, à la lumière de ce qui vient d'être dit, la réponse semble être oui. Mais Jim, nous savons que quoi? Il y a environ 3 semaines, Trump était soi-disant prêt, pendant un week-end, à lancer cette immense frappe, la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais il en a été dissuadé, parce que les experts du renseignement et les militaires de son cabinet lui ont dit « ce serait catastrophique pour nos intérêts. Ça ne marcherait pas. Ça se retournerait terriblement contre nous. Il frapperait nos alliés dans la région du Golfe. » Nos alliés eux-mêmes ont supplié Trump de ne pas le faire. C'est apparemment pour ça qu'il a pris cette décision. Rien de tout cela n'a changé. Et si nous revenons maintenant pour faire quelque chose de militaire, le résultat sera toujours aussi catastrophique. C'est quoi ce bordel? Pourquoi a-t-il oublié? Merci. Merci de votre attention sur ce point. Je veux dire, c'était censé être là aussi, mais il ne l'avait pas mis. Oui, vous avez tout à fait raison là-dessus. Cela dit, je pense que nous nous sommes tous habitués à l'idée que nous gardons le contrôle de l'escalade militaire. Nous les frappons, ils ripostent. Peut-être que, au lieu de représailles à 100%, ce sont des représailles à 150% et nous les frappons à nouveau. Ils ripostent. Puis nous décidons de faire une pause. Et eux décident aussi de se calmer et de faire une pause. Mais ils ne sont pas forcément tenus de faire ça. Je pense qu'ils comprennent qu'ils ont l'avantage lorsqu'il s'agit de frappes du tac au tac. Je ne serais pas du tout surpris que les Iraniens décident de prendre l'initiative et de frapper quelque chose, quelque part. Rappelez-vous, lorsqu'ils ont actualisé ou élargi leurs exigences dans le cadre du protocole d'accord, ils ont cité spécifiquement les actions israéliennes au Liban, à Gaza, en Cisjordanie, et ainsi de suite. Et étant donné que ces hostilités se poursuivent, pour l'essentiel, ils ont tous les prétextes nécessaires s'ils décidaient de frapper quelque part. Pas seulement l'un de nos alliés du Golfe ou la Jordanie, ou de frapper les Israéliens. Ils pourraient donc très bien prendre l'initiative, parce que comme vous le soulignez, cela ne nous mènera nulle part de bon. Je veux dire, qu'allons-nous faire s'ils décident de prendre l'initiative et que nous devons ensuite riposter par des frappes? Et alors, où cela place-t-il tous ces États du Golfe? Dans une position très difficile. Donc, je pense qu'ils sont en mesure de répondre de façon asymétrique au fait que nous revenions à la pression économique. Et d'ailleurs, s'il a raison, et que c'est la chose la plus dévastatrice que nous puissions leur faire, pourquoi ne l'avons-nous pas fait dès le départ, en février, au lieu de lancer une attaque militaire contre eux? Enfin, comme je dis, vous savez, ils sont sous sanctions depuis des années. Ils auraient pu mettre en place, dès le départ, des sanctions d'enfer, tout ce truc épique, quel qu'il soit, et ne pas s'embarrasser de frappes militaires. Maintenant que ça a échoué, eh bien, c'est vraiment la chose la plus dévastatrice que nous puissions leur faire. Ah bon? Vraiment? Alors pourquoi ne pas l'avoir fait dès le départ? Écoutez, c'est en quelque sorte une mauvaise rediffusion d'un vieux scénario, celui qu'on a connu avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Combien de fois l'Union européenne en particulier a-t-elle dit « Non, ce paquet de sanctions,
c'est lui qui va mettre la Russie à genoux. Je crois qu'on en est à 21 paquets jusqu'ici. À chaque fois qu'ils en adoptaient un, ils avaient trouvé un nouvel élément censé marcher. Et rien n'a marché. L'économie russe est affaiblie, mais elle continue en réalité de croître. En fait, si on considère l'ensemble, elle croît à peu près au même rythme que toute l'Europe occidentale. Certaines de ces sanctions ont donc des effets de retour de bâton. La situation dont nous parlons maintenant pourrait avoir un retour de bâton négatif encore plus important, parce qu'elle va maintenir ces blocus en place. Alors encore une fois, Jim, je déteste me répéter, mais donner la meilleure estimation possible de ce que l'administration cherche réellement à accomplir avec tout ça. Vous savez, la meilleure comparaison qui me vient à l'esprit, c'est un peu ce qu'on voit dans la guerre en Ukraine. En réalité, on ne peut pas vraiment gagner. On peut donner politiquement l'impression qu'on gagne. Vous frappez quelque chose qui a, disons, un impact visuel. Et vous dites, oh, regardez, on gagne, on gagne, on gagne. Et d'une manière ou d'une autre, si vous parvenez à convaincre suffisamment de gens pendant suffisamment longtemps que vous gagnez, cela sert votre objectif politique, même si, en réalité, vous perdez. C'est la seule chose qui me vient à l'esprit pour l'instant. Je veux dire que, encore une fois, je pense qu'ils ont surtout les yeux rivés sur le calendrier. Trump comprend que s'il perd la Chambre des représentants, il sera destitué. Et s'il perd aussi le Sénat, oui, je pense qu'il y a une possibilité qu'il soit démis de ses fonctions. Je pense qu'ils sont concentrés là-dessus comme un laser. Et tout le reste, c'est envoyer des leurres dans les airs, balancer des mensonges et espérer que les gens y croient. Espérer qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, patiner sur une glace mince et passer la première semaine de novembre. C'est la seule explication que je vois. Eh bien, je pense qu'il s'engage aussi sur une mauvaise voie sur ce point. Novembre n'est pas la seule échéance au calendrier. Le mois prochain, une rencontre est prévue entre Xi Jinping et Donald Trump. Et cela va donc avoir un impact là-dessus également. Bessent a d'ailleurs été interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse hier. Vous savez, est-ce que cela inclut la Chine? Allez-vous sanctionner les banques chinoises? Et il a simplement répondu, écoutez, cela va s'appliquer à tout le monde. Personne ne sera exempté. Cela s'appliquera à tous. Ce qui implique que oui, ce sera le cas. Eh bien, après ces déclarations, Mike Pompeo a été interrogé sur Fox News. Et le facteur chinois. Je pensais aussi qu'il était important qu'il expose l'argument moral expliquant pourquoi les États-Unis s'engagent dans ces actions. Entre le débarquement et la victoire, il s'est écoulé pas mal de temps. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Nous devrons donc être patients. Lorsqu'ils imposeront ces sanctions, après les délais de grâce qu'ils accorderont pour permettre aux gens de s'adapter, il faudra encore du temps avant qu'ils en ressentent la pression. Il a évoqué à la fois l'aviation et l'énergie. Le secteur aérien rapporte beaucoup d'argent aux gardiens de la révolution islamique et à ses membres. Si tous les vols à destination et au départ de l'Iran sont interrompus, ce serait une étape importante. 2 ou 3 journalistes ont posé des questions sur les banques chinoises. Les sanctions secondaires contre les banques chinoises, c'est toujours un sujet sur lequel nous avons été très prudents. Pour mener un véritable débarquement, il faudra imposer des sanctions secondaires contre les banques chinoises. D'accord, enfin, ils présentent ça comme si c'était très simple. Oui, ils vont devoir le faire. C'est tout. Avons-nous les moyens de pression nécessaires, surtout à l'approche de ces discussions avec Xi Jinping, où nous voulons qu'il nous accorde quelque chose sur le plan des sanctions, pas des sanctions, sur le plan des droits de douane et de l'économie? Est-ce vraiment le bon moment pour essayer de sanctionner les banques iraniennes et chinoises?
Encore une fois, vous posez la question, mais je crois que vous venez d'y répondre. La réponse est évidemment non. Enfin, regardez, combien de fois Trump a-t-il déjà engagé un bras de fer financier, économique ou tarifaire avec les Chinois depuis le début de son second mandat? Et à chaque fois, nous avons dû hisser le drapeau blanc. Enfin, vous voulez vraiment déclencher une guerre économique avec la plus grande économie du monde. Je veux dire encore une fois, de notre point de vue. Et regardez, certains disent que Trump joue en réalité aux échecs en 8 dimensions. Son objectif, en réalité, c'est de démanteler l'architecture de l'économie fondée sur le dollar. Parce que, d'une manière ou d'une autre, cela aurait à voir avec les stablecoins ou quelque chose comme ça, et avec une sorte de coup génial qui va vraiment, vous savez, nous sortir économiquement d'un très mauvais pas. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que ce qu'il fait, c'est faire s'effondrer involontairement l'économie mondiale et le système financier mondial fondé sur le dollar américain. S'il veut accélérer ça, très bien. Qu'il se lance dans une guerre financière avec la Chine, qu'il essaye de sanctionner leurs banques. Je veux dire, en même temps, il dit, vous savez, nous voulons continuer à renforcer notre armée. 1500 milliards de dollars. Mais où va-t-on trouver les terres rares pour fabriquer toutes ces armes dont nous sommes censés augmenter la production? Encore une fois, pour citer le président Trump, il a toutes les cartes en main. Mais ce « il », ce n'est pas Trump. Ce « il », c'est Xi. Oui, enfin, je ne suis pas sûr de ça. Là, vous m'avez eu. Mais voici quelque chose d'intéressant. Si cette histoire d'échec en 8 dimensions se joue vraiment, certains pensent que oui, c'est pour ça qu'on menace les banques chinoises de sanctions, pour que lorsque le président Trump se rendra là-bas, il puisse utiliser ce levier afin d'obtenir des concessions plus importantes de la part des Chinois et ainsi de suite. Mais comme le dit cet expert chinois de CNBC, qui est en fait basé à Pékin, vous devriez peut-être y réfléchir à 2 fois. Parce que les besoins de la Chine et l'impact de son commerce avec l'Iran ne sont pas aussi importants que vous pourriez le penser. Les liens entre la Chine et l'Iran sont loin d'être aussi étroits que les observateurs extérieurs l'ont imaginé. Depuis 2018, le gouvernement chinois a pratiquement cessé les investissements publics dans les infrastructures iraniennes. Et au fil des années, l'importance stratégique de l'Iran pour la Chine a également diminué. Je ne pense donc pas que ce soit suffisamment important pour que la Chine fasse réellement des concessions aux États-Unis lors des prochaines négociations commerciales. Donc, si c'est votre espoir, apparemment, ça ne va pas se passer comme ça. Il y a une question distincte concernant le pétrole, dont ils reçoivent, ou recevaient en tout cas, une quantité assez importante d'Iran. Mais ils ont suffisamment de pétrole dans leurs réserves stratégiques pour tenir probablement 1 an ou davantage avant que tout cela ne se défasse, avant de devoir commencer à puiser dedans s'ils en avaient besoin. Alors où est-ce que ça nous mène? Si nous pensons obtenir des concessions de la Chine, à quoi vous attendez-vous lorsque nous en arriverons là? Je n'en pense rien. Enfin, ces propos peuvent être interprétés de 2 façons différentes. Elle a essentiellement commencé par dire que la relation avec l'Iran n'est pas aussi importante pour la Chine que les gens le pensent. Et donc, qu'elle n'est pas suffisamment importante pour que la Chine cède aux exigences américaines. On pourrait aussi l'interpréter dans l'autre sens. Eh bien, l'Iran n'est peut-être plus si important que ça pour la Chine. Alors oui, pourquoi ne pas sacrifier cette relation si cela améliore ou préserve sa relation avec les États-Unis? Mais je ne pense pas que ce soit la voie qu'ils vont choisir. Même si, sur le plan financier ou économique, cette relation n'est pas particulièrement importante pour les Chinois.
Et je pense que, comme vous le soulignez, en ce qui concerne l'approvisionnement énergétique, ce n'est peut-être pas critique pour les Chinois, mais cela reste assez important. Je ne pense pas qu'ils vont céder. Et même si cela avait un sens sur le plan financier, en dollars et en cents ou en renminbi, et en quelle que soit la subdivision du yuan, je ne pense pas que les Chinois céderaient. Tout simplement pour une question de souveraineté. Et parce que ils ne vont pas se laisser dicter leur conduite par des gens à Washington, alors qu'ils sont en position de force par rapport à nous. Je pense que même si l'Iran, et je conteste un peu ce qu'elle a dit sur l'importance de l'Iran pour les Chinois, je pense que les Chinois comprennent que compte tenu de notre guerre contre la Russie et l'Ukraine, compte tenu de notre guerre contre l'Iran, ils savent qu'ils sont les prochains sur la liste à abattre. Je veux dire, vous avez des gens comme Elbridge Colby et d'autres comme lui, qui ont très clairement dit que l'ennemi ultime que nous voulons abattre, c'est la Chine. Et je pense que les Chinois sont assez intelligents pour savoir que, même si l'Iran n'est pas si important pour eux, ils ne peuvent pas se permettre de laisser l'Iran perdre. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser l'Iran subir le sort de la Libye et de la Syrie. Donc, je pense qu'ils feront tout ce qu'ils devront faire pour préserver cette relation et dire au président Trump, « Vous voulez vous en prendre à nous? C'est votre choix, mais vous le regretterez si vous le faites. » Oui, je n'arrive tout simplement pas à imaginer que la Chine cède aux États-Unis, quelles que soient les circonstances. Comme vous l'avez souligné, depuis que Trump est entré en fonction pour ce second mandat, elle ne l'a pas fait jusqu'ici. Je ne vois pas pourquoi on s'attendrait à ce qu'elle commence maintenant. Regardons d'autres initiatives diplomatiques en cours dans la région, parce que ce n'est pas le seul enjeu. Le Pakistan essaie en fait de s'engager davantage dans la diplomatie en ce moment. C'est ce que rapporte Al Arabiya aujourd'hui. Ils disent que l'offre américaine, transmise à l'Iran par le chef de l'armée pakistanaise, prévoit la levée du blocus et des sanctions en échange de l'ouverture du détroit d'Ormuz et de l'arrêt des attaques menées par les mandataires de l'Iran. Et on voit aussi en bas que Munir, le représentant pakistanais, a appelé l'Iran à reprendre l'application du protocole d'accord signé par les États-Unis. Alors, la première partie, je la comprends. Il transmet apparemment à l'Iran ce que les États-Unis cherchent à obtenir dans cette affaire, notamment la réouverture du détroit d'Ormuz. Ce serait certainement, c'est la seule chose qui semble logique que l'administration puisse vouloir, surtout à l'approche de novembre. Mais ensuite, sur le dernier point, que Munir dise carrément, « Oui, écoutez, on demande simplement à l'Iran de revenir au protocole d'accord. L'Iran n'a jamais quitté le protocole d'accord. C'est nous qui ne l'avons pas respecté. La seule chose que nous ayons respectée, c'est que tout de suite, nous avons levé les sanctions sur l'énergie pendant environ 10 jours avant de les rétablir. Rien de tout le reste que nous devions faire. Donc, ces 2 dernières semaines, l'Iran a dit « Revenons au protocole d'accord. » Et si vous faites toutes ces choses qui figuraient toutes dans le protocole d'accord, alors nous lèverons le blocus. Et ainsi de suite. Que pensez-vous de cette initiative diplomatique? Eh bien, j'imagine que les gens à Islamabad appellent Pete Hegseth. Enfin, il leur dira, « Mais de quoi vous parlez? Le détroit est déjà ouvert. Aucun problème. Problème réglé. » Alors, qu'est-ce que les Pakistanais disent exactement là? Ils essayent d'ouvrir un détroit qui est déjà complètement ouvert. Ça n'a absolument aucun sens. Oui, vous avez raison au sujet du protocole d'accord. Les Iraniens, vous savez, certains ont rapporté que les Iraniens avaient relevé leurs exigences concernant ce protocole. Ce n'est pas le cas. Mais, face à la mauvaise foi manifeste venant de Washington, ils ont clairement dit « Très bien, fini. Vous faites ceci, nous faisons cela. Vous faites ceci, nous faisons cela. Nous voulons que vous teniez vos engagements d'abord. Nous voulons toutes les réparations, les 300 milliards de dollars, ou peu importe le montant.
Nous voulons récupérer nos avoirs gelés. Nous voulons que toutes vos obligations soient exécutées d'abord, puis nous remplirons les nôtres. Et je pense qu'ils le comprennent. Je sais que les gens sont choqués, mais la parole des États-Unis, qu'il s'agisse d'un protocole d'accord, d'un traité ou de tout autre accord, ne vaut rien. Et en tant qu'Américains, c'est honteux de devoir l'admettre, mais c'est la réalité. Voilà où ces gens nous ont menés. Alors oui, écoutez, les Pakistanais, je comprends qu'ils soient dans une position difficile. Ils se démènent pour trouver un moyen de recoller les morceaux. Ça n'arrivera pas. Il n'y a tout simplement aucune base pour aller de l'avant sur le protocole d'accord, ni sur aucun autre accord entre Téhéran et Washington. Maintenant, concernant les autres activités diplomatiques en cours là-bas, une certaine source qui a des liens avec la réflexion menée à Téhéran sur cette question m'a dit qu'il travaille très dur en coulisses pour approfondir la fracture qui serait apparue il y a 8 semaines. À ce moment-là, le Koweït, l'Arabie saoudite et le Qatar auraient tous fortement fait pression sur Trump pour qu'il ne reprenne pas les opérations offensives, en raison de la menace que représente la riposte iranienne. Une riposte qui dévasterait leurs capacités pour les années à venir. Dans le même temps, les Iraniens disent « Écoutez les gars, mes voisins arabes, nous ne voulons pas vous faire la guerre. Nous ne l'avons jamais voulu avant que cette guerre ne soit déclenchée contre nous. Guerre dans laquelle vous avez été utilisés comme complices. » Et si tout cela prend fin, si vous arrêtez avec ça, et qu'on a une sorte de situation régionale sans les Américains, alors personne ne sera attaqué, et tout pourra revenir à des conditions de vie décentes. On le voit surtout avec l'Irak, qui a fait l'objet de motivations supplémentaires. Il y a une motivation publique ici, quand le général iranien Rezaei dit que l'Amérique n'aura aucune place dans l'avenir de la région. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, lors d'une réunion avec le président du Conseil judiciaire suprême d'Irak, affirme que l'Iran souhaite un Irak indépendant et fort. C'est donc ironique. Ils étaient autrefois opposés l'un à l'autre, et nous avons facilité cette guerre de 8 ans. Puis, à cause de notre guerre en Irak en 2003 et de la situation actuelle, nous semblons les rapprocher de nouveau. Jim, y a-t-il une possibilité pour que ce type d'ouverture de la part de l'Iran trouve un écho auprès des pays arabes du Golfe? Oui, je le pense. Je pense que l'Irak relève d'une catégorie un peu différente. Parce que, comme vous le soulignez, après que nous avons renversé Saddam Hussein, un régime laïque, nationaliste, baassiste, dirigé par des sunnites, et donné le pouvoir à la majorité chiite en Irak, nous avons en fait passer l'Irak du statut d'ennemi de l'Iran à celui d'un pays qui avait toutes les raisons d'être amical envers l'Iran. Ils étaient évidemment en mesure d'agir très rapidement dans ce sens, en raison de la présence des forces américaines sur place. Et même aujourd'hui, ils subissent encore de fortes pressions des États-Unis qui limitent leurs décisions souveraines en matière de politique régionale. Mais malgré tout, il y a toutes les raisons pour lesquelles l'Irak serait un partenaire proche de l'Iran. Les États du Golfe et l'Arabie saoudite sont dans une situation un peu différente. Mais là encore, je pense qu'il faut se poser la question: quel sera l'avenir de ces États une fois que l'Amérique aura quitté la région? Je pense que tous ces États doivent sentir la main glaciale du destin les saisir par derrière, parce que ce ne sont pas de vrais pays, dans aucun sens significatif. Je veux dire, même l'Arabie saoudite. C'est le 3e État saoudien qui ait existé dans l'histoire. Il n'est pas forcément là pour toujours. Les autres États du Golfe, ce sont juste des entreprises familiales avec des drapeaux. Ce ne sont pas de vrais pays, ce sont des pays de dessins animés. Une fois que le soutien américain aura disparu de la région, quel sera exactement leur avenir?
ils devront s'accommoder de l'Iran comme puissance régionale dominante. Quelle que soit la forme qu'ils prendront à l'avenir, peut-être pourront-ils préserver la façade de leur structure étatique actuelle. Ou peut-être qu'avec le temps, elle s'effondrera. Mais l'Iran sera la puissance dominante dans cette région. Et les Iraniens sont assez intelligents pour savoir que ces gens de l'autre côté du Golfe, oui, ils seront là pour toujours. Il faudra bien vivre avec eux, d'une manière ou d'une autre. À quoi cela ressemblera à l'avenir? Je n'en sais rien. Donc je pense qu'ils jouent sur le long terme. Et comme pour tout le reste, nous jouons à court terme. Oui, et je pense qu'on ne sait probablement pas à quel jeu on joue. C'est sans doute une meilleure façon de le dire. Dans les quelques minutes qu'il nous restent, je voudrais passer à un autre sujet, parce que tout ça continue en arrière-plan, presque comme si ça n'avait pas suffi. Yulia Mendel, qui a été l'attachée de presse de Zelensky, le premier président, pendant les premières années de son mandat, a publié ceci aujourd'hui. Elle dit « Les médias occidentaux nous disaient qu'il fallait faire davantage pression sur Poutine. Ça paraît tellement courageux. En pratique, c'était absurde. Un festin en temps de peste. » Cette guerre a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et détruit des millions de familles dans une tentative de survivre à l'intérieur d'un hachoir à viande. Il aurait fallu aborder Poutine autrement, pas par la force aveugle. Ce spectacle de mort sans fin n'aurait jamais dû être normalisé. Comment voyez-vous la situation aujourd'hui, surtout avec cette réunion du 35e anniversaire, cette fête de l'indépendance hier, où Zelensky s'est, encore une fois, vraiment montré provocateur en disant « Oui, nous allons mettre les Russes à genoux, nous allons continuer à gagner, et eux vont continuer à perdre. » Où cette guerre nous mène-t-elle? Où est le fantôme de Kiev et tout le reste de cette propagande qu'ils nous servent depuis le début de cette guerre? Encore une fois, ils mènent une guerre virtuelle. Ils mènent une guerre de communication, tout en essayant de maintenir la vraie guerre. Sur le champ de bataille, la situation empire de plus en plus pour eux. Et je pense que pour la suite, beaucoup prédisent que les Russes sont en train de changer de stratégie. Ils ne se contenteraient plus d'une stratégie d'usure visant à faire pression sur l'autre camp pour qu'il accepte leurs conditions de juin 2024. Ils passeraient à une stratégie où ils devraient réellement en finir avec l'État ukrainien et imposer un règlement par la force militaire. Nous avons constaté une hausse progressive de la pression qu'ils exercent sur l'Ukraine. Ils ferment le port d'Odessa et les autres ports de la mer Noire et ciblent davantage d'infrastructures. Est-ce un changement qualitatif dans la stratégie russe ou simplement un changement quantitatif? Je ne crois pas que ce soit encore tout à fait clair. Au fait, vous avez peut-être vu l'information selon laquelle, apparemment, un C-130 américain a atterri à Moscou, à l'aéroport de Vnukovo. Il venait de Tallinn. Certains spéculent que le directeur de la CIA, Ratcliffe, s'y trouve peut-être. Je ne sais pas s'il y a une autre forme d'ouverture diplomatique en cours depuis Washington pour remplacer l'épisode Kushner-Witkoff. Une tournée qui a perdu toute crédibilité, même auprès des Russes, je pense. Je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit derrière tout ça. Encore une fois, si j'étais à Moscou, comme à Téhéran, je compterais mes doigts après une poignée de main, parce que je ne pense pas qu'une véritable ouverture, équitable ou sérieuse, puisse réellement venir de Washington, et que Washington s'y tienne vraiment. Mais on verra. Je pense quand même que les choses avancent vers une forme de règlement de cette guerre. Mais en attendant, oui, vous savez, Madame Mandela a raison. C'est une mort et une destruction tout simplement horribles pour ce qu'il reste de l'Ukraine, surtout pour le nombre immense d'hommes qui meurent au front sans aucune raison. Oui, c'est intéressant.
Je n'avais pas vu cette information sur un avion de l'armée de l'air américaine qui aurait atterri à Moscou. C'est une avancée potentielle très intéressante. Je voudrais vous poser une question que j'ai posée à quelques-uns de nos invités ces derniers jours. Que pensez-vous du discours d'Andy Burnham lorsqu'il a dit « Je dois dire quelque chose qui n'a pas été assez dit, et c'est merci à l'Ukraine, parce que vous nous avez tous protégés. Vous avez été notre défenseur, et nous vous devons une immense dette de gratitude. L'OTAN est plus forte aujourd'hui grâce à vous. » Qu'en pensez-vous? D'abord, je regardais les images, là, et je n'arrivais pas vraiment à distinguer de quel avion il s'agissait. Bref, vous savez, avec le départ de Starmer et l'arrivée de Burnham, certaines personnes avaient naïvement espéré qu'il y aurait peut-être un changement dans la politique britannique. Je ne le pense pas. Je crois que c'est toujours la même chose. Comme nous le savons, et comme certains l'ont dit très clairement, l'OTAN et l'Union européenne sont prêtes à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et elles le pensent vraiment. Tant que les Ukrainiens continuent de mourir, tant qu'ils peuvent tuer quelques Russes de plus, cela leur convient. Et est-ce que cela renforce réellement la sécurité de l'Europe ou du Royaume-Uni? Bien sûr que non. Mais c'est une guerre idéologique. Cela n'a rien à voir avec la sécurité de ces pays. Il s'agit simplement, vous savez, de vaincre et de détruire la Russie maléfique, comme nous le disions tout à l'heure à propos de l'objectif occidental en Iran. Remplacer le régime, installer un régime fantoche, ou démanteler l'État, comme nous avons démantelé la Syrie et la Libye. Eh bien, cela fait très longtemps que c'est l'objectif de l'Occident. Démanteler la Russie, comme certains de ces autres pays, et exploiter ses ressources. Vous savez, un changement de régime, se débarrasser de Poutine. Même si, franchement, si vous vous débarrassiez de Poutine, vous pourriez vous retrouver avec quelqu'un qui serait en réalité, tout comme nous avons tué l'ancien ayatollah et que son fils est maintenant au pouvoir. Et de l'avis général, il est bien plus militant dans son approche que son père ne l'aurait été. Je ne pense pas que quiconque remplacerait Poutine. Si cela arrivait, et je ne m'attends pas à ce que cela arrive de sitôt, serait un interlocuteur beaucoup plus difficile que lui. Ma préoccupation est en réalité inverse. En jouant ce jeu diplomatique avec l'Occident, qui ne peut mener à rien de bon, il risque de se faire duper, comme cela lui est arrivé tant de fois par le passé, que ce soit avec les accords de Minsk, à Istanbul ou à Anchorage. Je ne pense pas que cela puisse mener à quoi que ce soit de bon. Cela ne fera qu'entraîner une escalade toujours plus forte. Et regardons ce qui pourrait se passer. On a spéculé sur ce qui pourrait être dans l'esprit de l'administration américaine concernant la situation en Iran, avec cette opération Epic Outcast, ou peu importe son nom, et sur ce qu'elle peut accomplir. Et beaucoup de choses n'ont tout simplement aucun sens. Ce qui n'a pas de sens, pour moi, dans ce que font actuellement l'Europe et l'Ukraine, c'est qu'elles essayent d'obtenir davantage d'argent. Zelensky, pendant une pause, je crois avoir publié hier un compte X où il disait « Écoutez, j'ai besoin de beaucoup plus d'argent. Nous avions 27 milliards de dollars. Nous les avons dépensés. J'en ai besoin de plus pour le reste de cette année. Nous en avons besoin de plus pour l'année prochaine, et ainsi de suite. Vous essayez d'obtenir des liquidités. Je comprends ça, pour pouvoir payer vos soldats. C'est ce qu'il a dit vouloir financer. Mais écoutez, tout cela se fait alors que nous avons désormais des preuves matérielles qu'il ne reste pratiquement plus aucune défense aérienne en Ukraine. Nous ne pouvons pas leur en fournir. Nous n'allons pas leur donner nos stocks qui s'amenuisent. Nous pourrions encore en avoir besoin au Moyen-Orient, etc. Et nous ne pouvons pas en fabriquer assez vite. Pendant ce temps, la Russie accélère sa production de missiles offensifs, en plus de ses drones, et maintenant de nombreuses versions à réaction, que certaines contre-mesures ukrainiennes ne peuvent pas arrêter,
comme elles le pouvaient contre les Giran, etc. Alors, comment continuer à mener une guerre quand même dans la capitale, sans même parler des bombes planantes, contre lesquelles il n'existe aucune défense dans les zones avancées, vos villes se font pilonner. Vous ne pouvez pas continuer à combattre sur la ligne de front si vos infrastructures sont littéralement déchiquetées, avec presque aucune défense. Comment qui que ce soit peut-il continuer comme ça, ne serait-ce qu'en prétendant qu'on peut renverser la situation? Je suppose que ça se résume à deux choses. Premièrement, combien de temps peuvent-ils maintenir la façade d'un État virtuel uniquement grâce à l'argent? Et j'imagine que, pour ceux qui se remplissent les poches avec ça, c'est l'objectif principal. Deuxièmement, combien de chair à canon supplémentaires peut-on jeter dans la machine pour enrayer les rouages, ralentir les Russes autant que possible, et faire durer l'arnaque aussi longtemps qu'ils le peuvent? Et je pense que c'est ça, le jeu. Ça a toujours été ça, le jeu, là-bas en Ukraine. Donc je pense que c'est à ça qu'on assiste. Et pensez-vous qu'il arrivera un jour un moment où les populations, que ce soit en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en France, diront « Attendez, ça ne peut pas marcher, ça ne marche pas, ça n'a pas marché, ça ne peut pas marcher ». Ou est-ce que c'est devenu à ce point un bruit de fond que personne ne fait attention à ce que disent ces types? C'est du blablabla. Bien sûr, donnez-leur encore un peu plus d'argent. Vous savez, de ce que je peux voir, les opinions publiques en Europe ne sont pas mobilisées sur ce sujet. Elles ont été soumises à une propagande tellement incessante sur la Russie maléfique. Enfin, reconnaissons-le, les médias internationaux anglophones, les médias en ligne, à l'exception d'émissions comme celle-ci, sont tellement biaisés en faveur du récit russe que nous servent nos illustres dirigeants, que la plupart des gens ne voient pas clair dans ce jeu-là. Ils ont simplement accepté cette présentation manichéenne du bien contre le mal. Vous savez, le méchant Vlado Putler qui avance et qu'il faut arrêter. Et ce, alors même que leurs économies s'effondrent autour d'eux, entièrement du fait de leur propre choix, ou infligés par leurs meilleurs amis et alliés d'ici, quand nous avons détruit le gazoduc Nord Stream. Ah non, attendez, c'était Gilligan et le skipper, à bord du Minot depuis Kiev, qui avait fait ça. Pardon, j'oublie toujours. Non, après avoir détruit leurs économies. Et je ne pense pas vraiment. Je ne sais pas dans quelle mesure les populations peuvent réellement prendre conscience de ça. Et franchement, je ne sais pas dans quelle mesure cela compte vraiment, vu à quel point les processus politiques sont contrôlés dans ces pays. Prenons encore un pays comme l'Allemagne. Je ne pense pas que l'AfD puisse un jour arriver au pouvoir, à moins de remporter une majorité absolue. Et je pense que les soi-disant partis démocratiques traditionnels feront tout ce qu'ils peuvent pour que cela n'arrive jamais, y compris, éventuellement, en interdisant le parti. On entend parler des sondages en France, et Madame Le Pen pourrait effectivement remporter la prochaine élection présidentielle française. On verra. Mais je doute fortement qu'on la laisse gagner. On a vu ce qui s'est passé en Roumanie et dans d'autres pays. Ce sont des démocraties politiques contrôlées, démocratiques de nom seulement. Oui, c'est un gros problème. Il n'y a pas de solution évidente à ça. Il faudra attendre de voir comment ça évolue. Dernière question sur le front ukrainien. Si en Occident, c'est en quelque sorte relégué au bruit de fond ou politiquement contrôlé, est-ce que vous voyez le fait que Yulia Mendel fasse les déclarations qu'elle fait, alors qu'elle était plutôt réticente pendant longtemps, jusqu'à ces derniers mois, parce qu'elle voit tant de destruction, tant de carnage, qu'elle commence à prendre la parole. Après avoir été licenciée, vous avez eu Fedorov qui est passé sur la BBC et qui a dit « Hey, il nous faut de nouvelles élections ». Donc il semble y avoir certains mouvements, quelques manifestations. Pensez-vous que ce ne sont que de petits problèmes mineurs, de simples soubresauts qui vont disparaître,
Ou pensez-vous que cela pourrait annoncer que le peuple ukrainien finira par se soulever et par provoquer, au sein même de son gouvernement, une nouvelle situation de type Maïdan? Est-ce possible? Non, je ne le pense pas. Parce que quand on regarde des choses comme une situation de Maïdan, vous savez, beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à accepter le mythe de la révolution. Cette idée, en quelque sorte léniniste, selon laquelle, lorsque la misère du peuple devient si insupportable, il se soulève d'un seul homme contre ses oppresseurs. Vous savez, ça n'arrive jamais. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire, et ça n'arrivera jamais. Chaque fois qu'il y a une révolution de rue, un changement de régime, une révolution de couleur, c'est piloté par quelqu'un. Quelqu'un l'organise. Quelqu'un, au sein de la structure dirigeante ou de l'extérieur, mène une opération d'une sorte ou d'une autre. Alors, est-ce qu'il est possible que quelqu'un, en Ukraine, même parmi les groupes bandéristes qui y tiennent le gouvernement en otage, ou parmi leurs soutiens extérieurs, vous savez, la CIA, le MI6 et tout le reste du mobilier là-bas, décide que Zelensky est davantage un handicap qu'un atout, qu'on mette Zaloujny à sa place, ou Fedorov, qu'on mette quelqu'un d'autre pour que l'arnaque continue? C'est possible. Et là, vous pourriez avoir une grande manifestation de rue démocratique, orchestrée par quelqu'un. Je ne l'exclurais pas. On pourrait alors tenter de récupérer une partie de la misère que subit le peuple ukrainien. Mais l'idée que les gens puissent se soulever spontanément et s'organiser à la base, simplement à partir du mécontentement populaire, je ne pense pas que ça arrive. Ça n'arrive vraiment pas dans l'histoire. Eh bien, c'est décevant, parce que, je veux dire, je me mets simplement à leur place. Si je suis un Ukrainien ordinaire, je ne veux tout simplement pas que les hommes de ma famille, que ce soit mes frères, mes fils, mon père, peu importe, soient envoyés dans ces hachoirs à viande. Surtout qu'apparemment, on commence maintenant à dire « Et peut-être qu'il faut aussi faire venir les femmes ». Et je veux dire, il ne me semble pas que les gens vont rester passifs éternellement et se laisser littéralement réduire en bouillie sans rien faire. Vous ne pensez pas que c'est possible? Je ne vois tout simplement pas comment on peut organiser quelque chose comme ça. Je veux dire, même quand on regarde des États au bord de l'effondrement, l'Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou d'ailleurs la situation désastreuse en Union soviétique après l'invasion allemande, avec les troupes allemandes aux portes de Moscou, les gens souffraient. La situation était désespérée. Est-ce que les gens se soulèvent? Non, ils ne le font pas. Vraiment pas. Parce que ça doit être organisé. Vous savez, il n'y a pas de mouvement de terrain, seulement de l'astroturfing. Ensuite, on peut mobiliser les gens et les organiser. Et c'est comme ça que ça se produit. Et je pense qu'on en trouve énormément d'exemples dans toutes les révolutions de couleur qu'on a vues. En Géorgie, en Serbie ou en Ukraine, à 2 reprises, avec la révolution orange, puis le Maïdan. Tout cela est orchestré. Et sans cette orchestration, sans le soutien extérieur, les manipulations, Victoria Nuland qui distribue des cookies et tout le reste, ça n'arrive tout simplement pas. Les gens vont souffrir, ils vont mourir, ils seront réprimés. Il peut y avoir des cas comme on l'a vu en Ukraine, où des gens se battent dans la rue et essaient réellement de s'en prendre aux recruteurs forcés. Ça peut arriver, au cas par cas. Mais cela ne va pas devenir une protestation de masse, une manifestation de masse, un mouvement politique de masse, sans une forme de soutien organisé. Je ne sais pas d'où cela va venir. Je ne sais pas si les Russes pourraient y parvenir. Ils ne sont pas très bons dans ce domaine. Eh bien, il va falloir attendre et voir, j'imagine. Mais c'est angoissant de voir autant de gens continuer à mourir pour rien. C'est horrible. En réalité, écoutez, cela constitue bel et bien un génocide du peuple ukrainien, qui n'est pas mené par les Russes.
Eh bien, je pense qu'on peut le dire sur le front, parce que si l'Occident est prêt à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, malheureusement, Moscou a choisi de mener cette guerre en les obligeant à le faire et en éliminant toute la main-d'œuvre de l'Ukraine. Comme l'a dit un commentateur, Moscou est en train d'éliminer la banque de sperme de l'Ukraine. Eh bien, je ne pense pas que ce soit une manière très humaine de faire la guerre. Vous savez, Grant a dû passer par Lee pour arriver à Richmond. Grant n'avait pas d'Orichnik. Je ne sais pas pourquoi les Russes mènent cette guerre de cette façon. Vous savez, encore une fois, comme je crois que notre ami Doug McGregor m'a cité dans votre émission l'autre jour, les Russes ne font jamais ce que vous pensez qu'ils vont faire. Ils ont toujours une idée différente de la vôtre, si vous étiez à leur place. Je ne sais pas pourquoi ils mènent cette guerre de cette manière. Au lieu de cibler le régime, de cibler la logistique. Peut-être qu'ils intensifient cela. Peut-être qu'ils changent de stratégie. Peut-être que c'est une grosse machine étatique, lourde et stupide, qui doit tourner très très lentement et comprendre que personne ne conclura jamais avec eux un accord diplomatique qui sera respecté. Peut-être que nous en sommes arrivés là. Je ne sais pas si c'est le cas. Eh bien, comme pour toutes ces choses-là, le temps nous le dira. Mais nous vous remercions vraiment pour votre point de vue, d'être venu aujourd'hui et d'avoir partagé cela avec nous, au vu de ce que nous avons observé ici. Oui, Dan, nous avons enfin la réponse au mystère de cet avion qui a atterri à Moscou. À l'origine, il devait s'agir d'une réunion secrète, mais le directeur de la CIA, John Ratcliffe, serait à bord de cet avion, où il était. Et c'est quoi ça? C'est un C-141 ou quoi? J'arrive pas. C'est... Oui, peut-être un C-17, je pense. Un C-17, d'accord, très bien. C'est un avion à réaction, pas un avion à hélice. Donc oui, d'accord. Oui, c'est clairement un gros avion militaire quand même. C'est intéressant. Oui, wow, intéressant. Eh bien, oui, tout le monde va vouloir savoir. Gary, très vite, si vous pouvez revenir à l'antenne. Est-ce qu'ils ont dit quoi que ce soit sur la mission? Pourquoi est-il là-bas? Non, la mission reste secrète, mais le fait qu'elle ait lieu est désormais révélé. Oui, enfin, ils ne pouvaient pas le cacher avec cet engin qui survole tous les téléphones au sol en Russie. Alors, bon courage pour ça. C'est juste notre type secret de la CIA qui entre comme ça. Bon, d'accord, je ne ferai pas d'autres commentaires là-dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et merci à vous tous également. On se retrouve cet après-midi à 15h avec Trita Parsi, qui va nous donner en quelque sorte les informations de l'intérieur sur la manière dont les Iraniens vont réagir à cette affaire, à cette opération Epic Outcast. Quelles sont leurs options et que disent certains de leurs dirigeants? Comme seul Trita Parsi sait le faire. À tout à l'heure, à 15h, dans le Daniel Davis Deep Dive. We'll see you then at 3 o'clock on the Daniel Davis Deep Dive.